Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le plus vieux parti politique ivoirien PDCI-RDA poursuit sa campagne d'adhésion sur le territoire national. Objectif affiché, enregistrer le maximum de militants en vue de la prochaine élection présidentielle prévue en 2025 pour espérer l'emporter. L'Ouganda mise sur le développement de son secteur touristique pour assurer la reprise de son économie. Un plan visant à dynamiser le tourisme a été dévoilé par le gouvernement le 3 mars à l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage. Et les Tunisiens payent le stress hydrique au prix fort. Une nouvelle tarification est entrée en vigueur en réponse à la sécheresse et à la baisse des réserves en eau des barrages. Le prix de l'eau potable augmente jusqu'à 16%. Mais tout d'abord, pas de médiation avant une réintégration. C'est l'ultimatum posé par le Soudan à l'Union africaine. Le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, qui est aussi le président du Conseil souverain de transition, a insisté le 3 mars sur la nécessité de rétablir le statut de membre à part entière du Soudan au sein de l'Union africaine pour que le pays considère sérieusement les propositions de l'organisation en vue de mettre fin au conflit armé entre généraux qui a débuté en avril 2023. Rappelons que l'Union africaine avait suspendu le Soudan de ses instances suite au coup d'État du 25 octobre 2021. Le plus vieux parti politique ivoirien PDCI-RDA se prépare pour l'élection présidentielle de 2025. Depuis janvier dernier, le principal parti d'opposition a lancé une campagne d'adhésion sur l'ensemble du territoire national. Objectif affiché, enregistrer le maximum de militants en vue de remporter le prochain scrutin présidentiel. Les explications de Marie-Roger Kouao. En Côte d'Ivoire, la course pour l'élection présidentielle de 2025 est lancée. Tidjane Thiam, le président récemment élu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui se projette pour la présidentielle de 2025, après avoir annoncé sa volonté de remettre son parti au pouvoir, gagne du terrain. Le PDCI-RDA a lancé du 8 au 15 janvier 2024 une opération d'adhésion sur toute l'étendue du territoire. Une opération qui enregistre à ce jour plus de 8000 adhérents. Notre priorité doit être maintenant d'élargir la base de la liste électorale en permettant et en facilitant l'inscription de nos militants et de tous les sympathisants sur cette liste. J'ai donné le chiffre de 12 millions pour la Côte d'Ivoire. C'est un chiffre que nous, le PDCI, pouvons atteindre avant octobre 2025. Comme je l'ai dit, nous sommes à 8 millions aujourd'hui, ce qui nous place en dessous du Libéria. Je n'ai rien contre le Libéria, mais c'est un pays qui a fait 10 années de guerre civile et qui est à 37%. Donc avoir 33% en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Il faut absolument, pour changer le résultat de cette élection et avoir le résultat que nous voulons, s'inscrire massivement sur des listes. C'est la condition du succès. Donc je vous invite tous à mener cette campagne avec moi. Merci. Tidjane Thiam, qui attend améliorer la gouvernance au thème du scrutin présidentiel de 2025, reste convaincu que travailler dans l'unité et la cohésion serait un avantage pour la réalisation de ces défis cruciaux. Dans cet esprit, nous devons continuer à travailler sans cesse à la consolidation de l'unité et la cohésion du parti. Nous avons besoin de rassembler toutes nos forces, car les défis qui nous attendent sont importants et cruciaux. Et comme je le dis souvent, même unis, nous ne sommes pas sûrs de vaincre, mais désunis, nous sommes sûrs de perdre. Cela fait plus de 2 décennies que le PDCI-RDA n'a pas accédé à la magistrature suprême ivoirienne. Élu le 22 décembre 2023, les défis du leader du premier parti d'opposition sont nombreux et son projet majeur reste le retour du PDCI-RDA au pouvoir dans 2 ans. Conscient que le taux de participation reste l'enjeu des élections, Tidjane Thiam entend enregistrer le maximum de militants à l'horizon 2025. Également dans l'actualité, au Tchad, il y aura une enquête de type international sur la mort de l'opposant Yaya Dillo, survenu le 28 février au cours de l'assaut donné par l'armée au siège de son parti. Le Premier ministre Succès Masra, de passage en France, l'a annoncé ce 4 mars dans des médias internationaux. L'ouverture de cette enquête sera pour situer les responsabilités à tous les niveaux. De leur côté, les proches du défunt Yaya Dillo
Silo réclame justice et accuse le gouvernement d'effacer d'éventuelles preuves. Notons que cet épisode s'inscrit dans un contexte préélectoral devant mettre fin à la période de transition de 3 ans, le premier tour de l'élection présidentielle étant fixé au 6 mai prochain. Le Togo reçoit du soutien pour faire face aux défis économiques. Le Fonds monétaire international a annoncé un décaissement immédiat de 68,3 millions de dollars. Ce décaissement s'inscrit dans le cadre d'un accord plus vaste d'un montant global de près de 390 millions de dollars sous la facilité élargie de crédit. Plus de détails avec Amenedj. Le Fonds monétaire international FMI a approuvé le 1er mars un décaissement de 68,3 millions de dollars en faveur du Togo. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un accord élargi de 390 millions de dollars sur 42 mois au titre de la facilité élargie du crédit conclue en décembre 2023. L'objectif est d'appuyer les efforts gouvernementaux en vue de stimuler une croissance inclusive et une stabilité macroéconomique. Pour pouvoir bénéficier de cet appui financier, le Togo doit quand même entreprendre un certain nombre de changements, de modifications. Par exemple, il va remplacer une partie des subventions généralisées au carburant par des mesures de protection sociale, mais aussi un rééquilibrage des finances publiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement togolais va devoir améliorer ses finances publiques par une meilleure captation des recettes fiscales. Le soutien du FMI intervient dans un contexte où le Togo est confronté à un resserrement de la politique monétaire des pays avancés, aux problèmes d'insécurité à la frontière nord et aux effets du changement climatique. Afin de favoriser une mobilisation plus efficace des recettes fiscales pour améliorer le climat des affaires, le premier élément d'ancrage consiste à réduire le risque global de surendettement d'un niveau élevé à un niveau modéré inférieur à 55% du PIB d'ici fin 2026. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre pour les différents acteurs économiques togolais à ce que la pression fiscale se fasse beaucoup plus fortement que par le passé, et il faudra aussi que ce pays élargisse l'assiette de l'impôt en essayant de récupérer auprès de tous les acteurs économiques, formels ou informels, l'ensemble des impôts qui doivent être récupérés. Cela augure d'une période difficile pour les peuples togolais, car vous savez que lorsque vous baissez les subventions sur le carburant, par exemple, cela entraîne ipso facto une augmentation de cette matière, et c'est comme un domino, tous les secteurs de l'économie vont connaître une augmentation. Selon le FMI, l'accord, prévu se poursuivre jusqu'à mi-2027, devrait également contribuer à la stabilité externe de l'UEMOA. Notons qu'au Togo, le budget 2024 connaît une augmentation de 10,3% par rapport à l'exercice 2023 et passe pour la première fois le cap symbolique des 2000 milliards de francs CFA. S'appuyer sur l'industrie touristique pour assurer la reprise économique, c'est l'ambition de l'Ouganda. Les autorités du pays ont dévoilé un plan destiné à renforcer le tourisme et à augmenter les revenus émanant de ce secteur. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage célébrée le 3 mars. Les précisions de Mildred Diamou. L'Ouganda souhaite développer son secteur touristique en vue de stimuler la croissance économique. À l'occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale de la vie sauvage le 3 mars 2024 dans le district de Kienjojo, le gouvernement a dévoilé un plan d'investissement en 10 points destiné à renforcer le tourisme et à augmenter les revenus issus du secteur. Le plan est axé notamment sur le développement des infrastructures touristiques, la protection des touristes et des sites touristiques, la conservation de la faune et l'amélioration des services de soutien au tourisme. Afin de libérer davantage le potentiel et d'augmenter la contribution du tourisme à l'économie, le gouvernement renforcera la protection des touristes et des destinations touristiques. Il améliorera également les capacités des ressources humaines tout au long de la chaîne de valeur du tourisme. J'appelle tous les Ougandais et nos partenaires à continuer de soutenir nos efforts visant à conserver le patrimoine faunique de l'Ouganda. Le tourisme contribue à hauteur de 3,6% au produit intérieur brut de l'Ouganda. Le secteur a généré environ 1,6 million d'emplois en 2023, selon les données du ministère du Tourisme. Le tourisme en Ouganda se concentre essentiellement sur la flore et la faune. Celle-ci représente plus de 90% des revenus touristiques du pays.
Le tourisme ougandais a généré 729 millions de dollars à la fin de l'exercice 2022-2023. Les arrivées de touristes internationaux ont progressé de 58,8%, passant de 512 945 en 2021 à 814 508 en 2022, tandis que les touristes nationaux ont augmenté pour atteindre 1,42 million au cours de l'exercice 2022-2023, indiquent les chiffres du ministère. Le développement des infrastructures et des services de soutien au tourisme est crucial pour une industrie touristique dynamique. Le réseau électrique et les infrastructures TIC ont été étendus à la plupart des attractions touristiques. Le gouvernement continuera à investir stratégiquement dans le secteur du tourisme pour stimuler le secteur afin de bénéficier de taux de rendement élevés. Fin février 2024, l'Office ougandais du tourisme est devenu membre du Conseil mondial du tourisme durable. Dans le cadre du plan de développement du tourisme dévoilé le 3 mars, le gouvernement envisage d'augmenter l'allocation budgétaire du secteur, de renforcer l'application des lois contre la criminalité liée aux espèces sauvages, d'affiner la réglementation des activités touristiques et d'améliorer l'usage des TIC dans le secteur. L'exécutif ougandais entend également construire des routes touristiques supplémentaires, moderniser les pistes d'atterrissage nationales dont une à Kidepo et transformer les réserves forestières et fauniques en parcs nationaux afin d'élargir l'offre touristique du pays. Jusqu'à 16% d'augmentation, c'est la nouvelle tarification de l'eau potable en Tunisie, pays en proie à une sécheresse qui dure depuis 5 ans et à une forte baisse des réserves en eau. Cette mesure concerne principalement les gros consommateurs et les installations touristiques. Les explications de Philomène. Le stock actuel d'eau dans les barrages tunisiens représente 35,1% de leur capacité selon le ministère tunisien de l'Agriculture. Ainsi, les réserves des barrages se situent à 813 millions de mètres cubes au 28 février 2024. C'est dans ce cadre que le gouvernement a décidé vendredi 1er mars 2024 d'augmenter le prix de l'eau potable jusqu'à 16%. Cela vise à préserver les faibles réserves des barrages de la Tunisie frappées par la sécheresse depuis plusieurs années. Cette sécheresse hydrique est constante depuis ces 5 dernières années du fait du manque de pluviométrie. Il faudrait que le gouvernement tunisien s'attelle. La population ne devrait pas être pénalisée parce qu'il y a un manque d'eau pour essayer d'augmenter les prix. 16%, c'est beaucoup pour la population tunisienne qui vit dans la précarité depuis plus d'une décennie. Donc tout ça, combiné, devrait faire de sorte à ce que le gouvernement tunisien s'attelle à régler les problèmes les plus urgents qui sont là et qui sont criants. Afin de faire face à la sécheresse persistante et à la baisse des réserves en eau des barrages, le gouvernement tunisien a lancé des usines de dessalement d'eau pour tenter de pallier le problème. En outre, en mars 2023, les autorités avaient annoncé des restrictions dans l'approvisionnement et l'utilisation de l'eau pour l'agriculture et les particuliers à travers le pays. À créer des usines de dessalement pour aider la population et pour aider l'agriculture. L'agriculture devrait immanquablement faire du goutte à goutte, alors que tel n'est pas encore le cas dans l'ensemble de l'agriculture tunisienne, qui utilise beaucoup d'eau pour produire la production agricole, pour subvenir aux besoins justement de la population et puis d'exporter certains produits. Selon l'Institut des ressources mondiales, la Tunisie, qui dispose annuellement d'environ 4 250 millions de mètres cubes de ressources exploitables, l'équivalent de 420 mètres cubes par habitant et par an, tout usage confondu, se trouve sous le seuil du stress hydrique fixé à 500 mètres cubes par habitant et par an. Retour sur la 5e journée du championnat élite senior messieurs de basketball au Cameroun. La deuxième rencontre de cette journée a opposé le BEAC Basketball qui l'a emporté haut la main face au club Douala Firebirds. Le point avec Séverin Douke. Festival de tir à 3 points pour BEAC dans la deuxième rencontre de la 5e journée du championnat élite senior de basketball du Cameroun. Avec 7 tirs à 3 points réussis, l'équipe de la capitale politique a fait une démonstration de physique et tactique face à Douala Firebirds dans une rencontre pratiquement à sens unique. 51-18 à la mi-temps, les hommes de Charles et Télésimi ont déroulé leur jeu ne commettant que très peu de fautes avec de l'excellence dans leurs offensives pour asphyxier leur adversaire 81-32. C'est le fruit du travail que nous essayons de remettre
dans le corps de nos joueurs qui essaient de nous amener à ce résultat. Nos objectifs sont élevés, donc forcément nous avons fait quelques faux pas relatifs à notre préparation qui n'était pas très bonne. Maintenant, nos chances encore, il faut qu'on aille les reconquérir. On n'aimerait pas donner nos chances, nos cartes entre les mains de l'adversaire. C'est un Douala Firebirds méconnaissable qu'on a eu dans cette rencontre. Malgré son jeu agressif et énergique, dans la finition, les joueurs pêchent par la maladresse et le manque de lucidité. 9 tirs marqués sur 48, soit 18% de réussite, Douala Firebirds n'aura simplement pas été à la hauteur face à Béac, qui l'a pratiquement humilié dans ce duel qui opposait deux équipes à la situation opposée. La première, une victoire en 4 sorties, et la seconde, une défaite en 4 sorties. Ils ont craqué. Ils ont craqué et je ne sais pas trop si c'est le voyage ou si c'est que beaucoup n'ont pas foulé le palais des sports ou c'est le public. On va réfléchir et on va essayer de trouver des solutions pour demain parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un voyage ou un PNO 2 matchs de façon aussi lamentable. On n'a pas joué au basket. Vraiment, donc il n'y a rien à dire, on n'a pas joué. Contre-performance de Douala Firebird qui profite à Béac Basketball, qui se relance donc grâce à cette victoire qui lui permet d'envisager une poursuite sereine et espérer améliorer son ranking dans la compétition après une timide entame. Journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.